Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Brault est avec nous ce soir, le directeur général d'Oudart Gestion. Bonsoir Nicolas, bienvenue. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Alain Pitous de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Alain. Bonsoir. Vous êtes directeur de la finance responsable d'Ophi Asset Management et Jean-François Robin avec nous également. Bonsoir Jean-François. Vous êtes directeur de la recherche marché de Natixis. Commençons par les chiffres macro attendus cette semaine avec un peu d'impatience puisqu'on va avoir notamment des indicateurs d'inflation, des indicateurs de consommation. On aura la croissance chinoise également du premier trimestre 2021 qui sera comparée avec celle du premier trimestre 2020. Bref, des chiffres qui s'annoncent tous spectaculaires, Jean-François. Est-ce que le marché est prêt à ces chiffres phénoménaux qu'on va vivre cette semaine et qui vont sans doute se prolonger pour plusieurs mois? Oui, alors c'est vrai que on va avoir des chiffres où en fait, il va falloir ressortir un petit peu tous nos discours d'il y a un an. C'est-à-dire et ressortir de l'alphabet. Vous vous souvenez, on a ressorti le V, la reprise en V, etc. Et donc, au moment, il y a encore un an, où on dit attention, quand ça faisait des chutes spectaculaires, ça allait forcément rebondir. Évidemment, un an après, on est sorti de l'ornière pour un certain nombre de pays et de secteurs. Et donc, on a ce très fort rebond. Alors, vous avez sur les indicateurs d'inflation. Et pourquoi on parle beaucoup d'inflation? Parce que s'il y a de l'inflation, les taux vont remonter. Si les taux remontent, eh bien, ça met à mal un petit peu tous les leverages des entreprises, ça met à mal les valorisations des actions, donc ça peut ralentir même la reprise économique, donc il y a un vrai sujet là-dedans. Et puis on peut avoir des banques centrales qui réagissent et qui remontent les taux, qui resserrent les conditions financières et qui du coup là aussi ralentissent l'économie. Donc ce chiffre d'inflation, c'est pas complètement neutre, c'est pas seulement est-ce qu'on a du pouvoir d'achat, pas du pouvoir d'achat. Il y a vraiment un sujet de reprise économique derrière tout ça. Donc évidemment, un an après, il faut se souvenir que dans l'inflation, il y a beaucoup notamment de matières premières et on se souvient qu'en avril l'année dernière, typiquement, on avait un prix du pétrole, du WTI, qui avait fixé en territoire négatif. Le Brent était à $17. Donc, on a des effets de base quand il est aujourd'hui à plus de $60. Évidemment, vous avez un comparable qui est très difficile. Pareil, quand on regarde la croissance chinoise, on doit être autour de +8 en rythme annuel aujourd'hui. Au trimestre de l'année dernière, on était en plein choc du Covid en Chine. Donc, évidemment, on a des comparables qui sont très, très, très favorables dès les premiers trimestres. Donc, on va avoir des chiffres hyper impressionnant. Concrètement, on peut avoir de l'inflation aux États-Unis au-delà de 3%, au-delà de 2% en Europe. Donc, changement de paradigme quand même. Ouais. En revanche, je crois que les marchés, quelque part, l'ont un peu en tête. Les banquiers centraux l'ont en tête également. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit un énorme market mover. C'est le job des économistes de marché, entre autres, de justement fixer ces consensus et de préparer les investisseurs aux chiffres qu'on va avoir. Sur l'inflation, c'est intéressant peut-être de revenir sur la séance de vendredi, puisqu'on a eu un indice de prix à la production aux États-Unis, pas les prix à la consommation qu'on aura cette semaine, mais cet indice de prix à la production, et pourtant le marché attendait là aussi des effets de base, j'imagine, Jean-François, il a dépassé toutes les attentes. Il est sorti 2 fois au-dessus du consensus, avec une marque à plus de 4% sur un an, plus de 3% de hausse si on prend la partie cœur de cet indice de prix à la production. Est-ce que le marché était prêt à ce chiffre vendredi ou pas? Moi, hors antenne, je disais c'est intéressant, le marché n'a pas réagi sur la publication du PPI, c'est le nom de cet indice, et vous me disiez non, mais pas du tout, il a réagi. Les taux ont monté encore un peu aux États-Unis. Et il a sans doute trop réagi. Trop réagi. En fait. C'est-à-dire que finalement, ce chiffre est d'abord très volatile, comme tous les chiffres de production industrielle, en particulier dans des périodes comme ça, très très changeantes d'un mois sur l'autre, et encore a fortiori d'une année sur l'autre. Donc ce chiffre-là, il est très très dur à lire et forcément très volatile. Mais ça a quand même fait un petit peu bouger le marché. Donc c'est comme signe de nervosité vis-à-vis de l'inflation, parce que tout le monde s'est dit le PPI monte, donc les chiffres de l'inflation en général vont monter. Tout ce qu'on a dit et écrit sur l'inflation, les économistes en premier lieu, finalement, le marché attend de voir la vérité des chiffres pour y croire ou pas. Mais dans le PPI, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Il y a le fait que les prix à la production, donc et notamment dans l'industrie, on voit bien que l'industrie est en pleine bourre aujourd'hui. On a l'industrie qui est déjà repartie. Et d'ailleurs, elle ne s'est pas beaucoup arrêtée. On a continué d'acheter des masques, des écrans. Et là, on voit même le secteur de l'automobile qui repart, qui change de braquet vers l'électrification, etc. Donc, on a quand même l'industrie généralement qui se tient très très bien. Donc, ça, c'est vraiment le reflet qu'on a vu dans les PPI. Et en plus, on a là-dedans des choses très difficiles à mesurer qui sont tous ces goulots d'étranglement qu'on a eu sur les conducteurs, sur les supercontainers bloqués en Égypte, tout ce que vous voulez, tout ce qui sert de prix à la production peut être impacté de près ou de loin. Donc c'est très très dur à lire. Maintenant, quand vous avez un chiffre à 4% dans un chiffre de reprise comme ça,
On va avoir sûrement un PBI à 3%. Franchement, il n'y a pas de quoi écrire à maman. Le marché s'est un peu emballé là-dessus. J'espère qu'il ne va pas autant que ça s'emballer quand on va avoir des chiffres d'inflation qui vont printer, on dit, qui vont s'afficher à peut-être 3, peut-être même à l'état enchanté 4%. Quand vous regardez les effets de base, aux États-Unis, c'est pas du tout impossible. Mais comme le dit très bien Jérôme Powell, qui je pense n'est pas le dernier à regarder ça très précisément, c'est un choc qui va être très temporaire. Nous, on voit l'inflation américaine revenir à 1,6% en 2022, alors qu'on aura 6% de reprise de croissance, 4% l'année prochaine. L'inflation, c'est pas le retour des années 70 non plus. Bon, Alain Pitous, comment vous regardez? C'est intéressant parce qu'en plus, on aura aussi les ventes au détail, la manière dont les Américains consomment aussi l'épargne qui a été accumulée ces derniers mois. Ça va nous donner quand même beaucoup d'indicateurs sur l'équilibre de cette reprise qui se fait quand même sous tension aujourd'hui. Oui. Alors, moi, j'ai une lecture complémentaire par rapport à ce que vous venez de décrire sur ce qui a changé par rapport à l'année dernière sur la perception qu'on a de la transition climatique et de ce qui peut se passer. C'est-à-dire qu'en fait, on a par l'exemple ce qui va arriver dans les années qui viennent et qui fait beaucoup réfléchir par rapport à ces problématiques d'inflation. Si on prend les matières premières agricoles qui ont explosé depuis quelques temps, sauf quelques-unes, mais globalement, elles ont vraiment monté parce que à certains endroits, il a fait trop chaud, à d'autres, il a fait trop humide, à d'autres, il a fait trop froid. Résultat des courses, on a quand même pas mal de zones où on a un déficit de production agricole qui fait monter les prix. Donc ça c'est pas lié à la crise économique actuelle. C'est-à-dire qu'on en prend très conscience aujourd'hui. Il y a ce phénomène d'accumulation avec les Chinois qui consomment et qui, on va dire, thésaurisent peut-être sur certaines de ces productions. Ils reconstituent leur cheptel de cochons qu'ils ont tués suite à la crise qu'ils ont eue sur la fièvre porcine. La fièvre porcine il y a quelques mois. Donc tout ça, ça crée des problèmes qui viennent s'additionner. On a aussi une accélération de la réflexion sur la transition énergétique qui font monter beaucoup de matières premières nécessaires à la transition. L'argent est un métal de la transition, mais pas que. Tout un tas de métaux comme ça qui, pour partie, ne sont pas recyclables. Donc il y a ce phénomène, alors je ne parle même pas des terres rares que les Chinois ont réussi à capter, on va dire, parce que les autres ont des contraintes écologiques qu'ils ne peuvent pas produire, donc ces matières premières. Donc on a ça, plus le phénomène que vous décrivez, qui est un phénomène d'engorgement, où certaines chaînes de production, on le voit sur les semi-conducteurs, se sont arrêtées à un moment donné, et on voit que la demande est quand même, on voit que la demande est assez forte, et pas exceptionnellement forte, mais elle est un peu plus forte sur des chaînes de fabrication qui ont été perturbées. Donc ces trois phénomènes-là s'accumulent et font beaucoup réfléchir à ce qui peut se passer dans les années qui viennent. Et je pense que ça, c'est quelque chose. La problématique de l'inflation, elle ne sera peut-être pas matérialisée sur un horizon 3-5 ans, mais sur un horizon plus long, on a quand même cette problématique de beaucoup de consommation par rapport à des capacités de la planète qui sont perçues comme moins importantes qu'avant. Alors heureusement aussi, ce qui va calmer un peu tout ça, c'est l'épargne qui est quand même très forte pendant cette période, et qui peut donc absorber des chocs un peu aussi. Si jamais vous avez vraiment besoin d'un nouvel iPhone, et ben vous pourrez l'acheter parce que vous avez épargné beaucoup pendant cette période. Fini, on achète reconditionné maintenant. On en parlera avec Largo tout à l'heure, mais ça explose visiblement le reconditionnement. Donc il y a ce petit buffer, mais ça ne va pas durer éternellement. À un moment donné, quand les prix vont monter et que vous n'aurez plus d'épargne, il va falloir arrêter de consommer, Grégoire. La sobriété, non mais c'est un thème parce que je l'entends de plus en plus, y compris en venant de directeurs RSE de grands groupes. Maintenant, recyclage et sobriété. L'idée, c'est qu'il faut construire un narratif positif autour de la sobriété. Et du recyclage. Ça fait tous les 10 ans, ça, non ? Alors, je ne sais pas. Il y a 10 ans en arrière, j'étais peut-être pas encore suffisamment fin observateur pour dénoncer cette sobriété. Carlos Ghosn faisait des bouquins sur le thème. Non, ça revient tous les 10 ans. On pense qu'on va vers un monde meilleur. Donc là, on a accumulé des choses quand même pour y croire. Et on pourrait même être tenté de croire qu'on va s'intéresser enfin à la génération de nos enfants. Mais c'est vrai que c'est pas évident. S'ils seront les plus contraintes le plus longtemps, ils ne pourront pas voyager, en plus de ne pas avoir eu de jeunesse. On sort du sujet. Le sujet de l'inflation, moi je crois que ça a été très bien résumé par Jean-François. Tout ça, on rentre dans une période de 3 mois au minimum, où les données vont faire écho à la situation de l'année dernière qui était exactement l'inverse. Il y a un truc qui est acyclique, c'est le maniement des superlatifs. Donc l'année dernière, c'était sans précédent, inédit, et maintenant c'est phénoménal et spectaculaire. J'ai essayé de renouveler la gamme. Non mais c'est vrai, on est tous contraints et on va avoir des chiffres rares en termes de publication.
C'était abyssal l'année dernière. Là, on va avoir des trucs, on en parlera tout à l'heure, des plus 40, des plus 50. Alors évidemment, il y aura le phénomène de base de comparaison, mais quand ça repart fort. Moi, je retiens de ce que vous venez de dire tous les trois aussi que c'est autant la réaction des marchés à une donnée au-dessus du consensus, parce qu'il y a le consensus des publiés, il y a le whisper, il y a le consensus des buy-side, donc des investisseurs finaux, et c'est la réaction du marché qui va nous dire si ça prend... S'il faut s'en inquiéter ou au contraire on a raison de dire c'est ponctuel. Et quand vous regardez le marché dans sa globalité, on pourra peut-être prendre des exemples plus précis, mais est-ce que vous avez l'impression, c'était ma question, est-ce que le marché est prêt à encaisser, on va dire, ces chiffres de reprise rares, comme vous dites Nicolas? C'est bien flagué, c'est bien identifié, secteur par secteur, entreprise par entreprise, marché par marché? Je ne sais pas répondre à cette question. On est des pragmatiques, donc... les indices boursiers sont plus hauts, le marché obligataire a un peu corrigé. Globalement, oui, mais encore une fois, il est loin le temps, enfin, en fait, pas si loin, où lorsqu'il y a des publications, on voit d'énormes contrastes par secteur, par valeur. On en reparlera tout à l'heure à propos de la microéconomie. Il y a des choses à regarder derrière, au-delà du chiffre publié d'inflation, au-delà de la top line d'un chiffre d'affaires qui vont sortir dans les semaines qui viennent. Alain, vous voulez... Oui, Alain, j'ai vu. Alain Pitous. Une réflexion, c'est que ce qui est probablement aussi dans l'esprit des marchés, c'est que l'inflation, on sait l'arrêter. C'est-à-dire que autant la période de déflation est dévastatrice parce qu'on ne sait plus quoi faire. C'est-à-dire qu'on injecte, on prend des mesures dans tous les sens, mais on ne sait pas l'arrêter. C'est très difficile d'arrêter une période de déflation, même si on n'a pas vraiment été dans la théorie réelle de la déflation. Mais l'inflation, par contre, les banques centrales ont montré dans le passé qu'elles savent le faire. Alors ça a des effets de bord monstrueux, mais on n'est pas inquiet par rapport à ça. C'est pas un problème. C'est très perturbant. Hein. Si les taux se remettaient à vraiment monter pour casser l'inflation, ça serait très perturbant pour les marchés. Ça aurait tout un tas d'effets de délétères. Bien sûr, mais on sait l'arrêter. On n'est pas aussi embêté qu'avec une déflation où chaque mois les prix baissent et l'activité ralentit. Donc ça, c'est très perturbant. Là, l'inflation, on sait l'arrêter. Mais c'est un gros débat Robin. Typiquement aux États-Unis aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que les banques centrales sont capables et ont envie de faire ce qu'il faut si l'inflation revient. Je m'explique, c'est-à-dire que ce qu'on a vu dans toute cette crise, c'est quand même un formidable changement de paradigme. Le père du consensus de Washington est mort aujourd'hui et effectivement on est passé du monde où fallait pas dépenser demandé par les banques centrales à grands cris et au contraire avec des banques centrales qui réclamaient des politiques budgétaires. Donc on a eu quand même un alignement entre la politique budgétaire et la politique monétaire qui pour beaucoup fait penser à ce que les banques centrales ont un peu perdu de leur indépendance parce qu'à partir du moment où vous financez les États, vous leur dites de dépenser sans compter pour sauver l'économie, pour sauver d'un choc sanitaire, économique et social. Et du coup, ça vous empêche quand même un petit peu de faire ce qu'il faut le jour où l'inflation revient. Ouais. Et donc toute cette question-là, je dis pas que j'y crois, mais toute cette question-là, elle est un peu, est-ce que les banques centrales voudront et pourront? Parce que si vous remontez les taux d'intérêt, par exemple au Japon, si aujourd'hui remontez les taux d'intérêt après 30 ans de taux bas, vous tuez tous les assureurs, qui eux-mêmes sont détenteurs de la dette publique. Donc vous avez un système financier qui est quand même en risque. Donc aujourd'hui, la capacité des banques centrales, même si elles le voulaient, à remonter fortement les taux, elle n'est pas si évidente. Et maintenant, pour jeter dans le normatif et pour le positif, je pense que je suis assez d'accord avec vous, c'est qu'une banque centrale aujourd'hui, elle a autant de moyens à la baisse qu'à la hausse, c'est-à-dire que là, elle a fait du quantitative easing, elle a injecté de la liquidité, c'est quand même assez facile, si vous prenez la Banque Centrale Européenne, chaque semaine, tous les 3 mois, quand vous avez des énormes TLTRO, des injections de liquidité qui vont arriver à échéance, de les arrêter. Donc je ne pense pas du tout qu'il y aura un souci. Juste, attends Alain, pour parler clair, Jean-François, on a vu 1,75 et plus sur le 10 ans américain, jusqu'à combien est-ce qu'on peut aller dans le schéma que vous décrivez avec une bosse d'inflation de quelques mois, des banques centrales qui veulent être en retard, etc. Nous, on dit que ça finit l'année à 1,85, mais que ça va overshooter, c'est-dire qu'on va sûrement dépasser... par deux. On peut passer par deux. Simplement, c'est qu'aujourd'hui, même à 2% les taux d'intérêt, si vous avez 6% de croissance nominale et 3,5% d'inflation, il n'y a rien de choquant dans tout ça. C'est des niveaux, finalement, assez... c'est assez banal, tout ça. Sur les réactions des banques centrales, il y a 3 choses avant en tête. Certaines banques centrales de pays émergents ont
déjà pris des mesures pour casser l'inflation. Donc, il y a eu des hausses de taux, encore bien sûr, c'est quelque chose de tout à fait possible. L'autre chose, c'est à quel moment une zone est perturbée par l'inflation et agirait. Et là, peut-être, il n'y aurait pas besoin d'agir beaucoup, peut-être juste un discours changeant en disant, finalement, c'est pas 2023, c'est 2022 qu'on va monter les taux, puis on va arrêter d'acheter des actifs. Déjà, il n'y aurait pas besoin de monter beaucoup les taux pour que ça change un peu l'ambiance sur les marchés. Puis la troisième chose, c'est que l'ajustement, il se fera comme sur les marchés émergents par les devises. Ouais. Et autant on est habitué à une volatilité sur les actions, etc. Mais s'il se remettait à y avoir une grosse volatilité sur les grandes devises, je ne parle pas des devises émergentes qui ont pu connaître une vol importante, ça pourrait créer un trouble sur les marchés qu'on n'est plus habitué à rencontrer. Voilà, c'est un petit peu l'exemple de la Turquie qui va exactement dans le sens de ce que vous décrivez, c'est-à-dire qu'on a eu la banque centrale turque qui était aux mains de Erdogan qui a dit non mais je vais baisser les taux. Je baisse les taux pour lutter contre l'inflation, et là on a vu les investisseurs quitter la Turquie en force et une devise qui a perdu 15% en quelques heures. Donc oui, il y a ce sujet-là, quand la banque centrale n'est plus indépendante, il y a un sujet. Dieu merci, on n'a pas décidé de remettre ça en cause pour l'instant. On a bien vécu quand même depuis quelques décennies avec ça, gardons-le. Oui. Nicolas Brault, la microéconomie qui va être à nouveau à l'honneur cette semaine et les prochaines, mais c'est vrai que là on va avoir de manière très symbolique et très forte le coup d'envoi des publications trimestrielles. Alors à Paris, ça passe par les chiffres de vente de LVMH demain soir et puis ceux de L'Oréal entre autres jeudi soir, et aux États-Unis par les résultats trimestriels des grandes banques à partir de mercredi. Globalement, qu'est-ce que vous attendez de cette séquence de résultats? Est-ce qu'il y a des secteurs spécifiques là, à suivre particulièrement dans le contexte actuel, sachant que tous les secteurs, à un moment ou à un autre, ont payé au cours de l'année qui vient de s'écouler, que ce soit les valeurs croissance défensive, puis les valeurs cycliques plus value. Est-ce qu'il y a des secteurs particuliers là, qui méritent une attention spécifique? Non, tous, là, ce coup-ci. Ouais. Alors après, on a chacun notre biais. En ce qui nous concerne, le biais est croissance. Donc on se prend des coups depuis 3 mois, 5 mois. C'est intéressant parce que c'est bien d'être bousculé, de douter, de remettre en question. Et puis c'est pas irréductible. Alors donc forcément le début de la saison, les noms qui ont été cités tout à l'heure, on va les regarder de particulièrement près. Je crois que tous les secteurs sont concernés parce que cette fois, tous ont des facteurs qui soit se sont retournés dès la mi-année l'année dernière, c'est le cas des LVMH, L'Oréal, voilà, j'en dirai un mot, et puis ceux pour lesquels c'est depuis septembre, octobre, la pontification de la courbe des taux pour les banques, etc., les reprises de vente automobile. Peut-être que j'insisterai sur un point en macro d'ailleurs, comme en micro, c'est il faut qu'on regarde plus l'Est, la Chine, l'Asie. C'est la crise pandémique n'a fait que révéler des choses, des tas de tendances qu'on connaissait. Le cycle commence là-bas. Donc là, la puissance américaine prend le relais, mais le cycle commence là-bas. Donc une ligne de démarcation, c'est le plus vous êtes exposé à la croissance chinoise asiatique, le meilleur seront vos résultats là pour le trimestre. Oui, probablement, mais on revient au sujet de ce que l'on sait déjà. Et il faut regarder comment vont les ventes automobiles en Chine, largement autant que les ventes en France, et combien PSA vend de voitures au mois de février. C'est sympathique de voir quand ça monte de 200%, mais c'est un non-sujet en fait. Le sujet est l'Asie et la Chine sur beaucoup de choses. Les semi-conducteurs, l'acier, l'automobile, des tas de choses viennent d'Asie, et les ventes de luxe. Alors demain soir, à VMH, on va avoir des chiffres du type... probablement 23% de croissance organique, plus de 40%, 45% dans la division mode et maroquinerie. Ce qui est 2 fois le rythme habituel, c'est ça à peu près, Nicolas. On ne sait pas dire quelle est la norme, on fait dire ce qu'on veut à la norme une fois qu'on a connu une année 2020. Ça peut changer entre-temps. Ce qui est intéressant dans ces publications, et ça sera pareil avec L'Oréal, c'est que les périodes d'à-coups négatifs sont quand même souvent courtes. On parle de là, qui sont plus extraordinairement courtes. Non, mais je parle de réalisation économique. Sur l'opérationnel. Le thème l'année dernière, à la même époque, le grand débat, c'était que Wall Street était complètement à la ramasse par rapport à la réalité de Main Street, qu'on était complètement enivré par les banques centrales. Tout ça est vrai, mais il n'empêche que du point de vue corporate, du point de vue des entreprises,
l'année 2020 a été extraordinairement intéressante. C'est un stress test de grandeur nature, bien plus intéressant que les stress tests qu'on fait en tant qu'asset manager pour rassurer nos conseils, nos comités et le régulateur. C'est un vrai test d'agilité, de mobilité, etc. Et là, on trouve deux groupes qui ont été exemplaires. Il y en a d'autres, hein, exemplaires. Et donc, le plus 45, ça va venir de Louis Vuitton et de Christian Dior, qui sont depuis 2-3 ans des moteurs, enfin depuis toujours, mais Christian Dior, depuis 2-3 ans, un moteur alternatif. Et c'est la puissance des grandes marques, c'est la puissance de la Chine, c'est la puissance de l'e-commerce, c'est la puissance de la qualité pour les consommateurs. C'est exactement les mêmes thèmes du côté de L'Oréal. Vous avez douté un moment ou pas de la capacité de ces groupes qui sont des darlings, et vous êtes investisseur croissance, forcément, évidemment. mais bien sûr, oui. bien sûr. Puis en faisant un retour en arrière de certains mois qui ont été terribles. Et puis, la Chine jusqu'en mars l'année dernière ou avril. C'est un gros mot. Ils sont en Chine, au secours. Aujourd'hui, on est en France. Il vaut mieux être en Chine durablement, quoi. Donc, ces chiffres vont être intéressants, mais autant dans la réaction. Le consensus attend des chiffres peut-être de 30-35 chez Louis Vuitton, Christian Dior. Les investisseurs que nous sommes attendent au moins 40. Donc il faut faire au moins 40, sinon ça va baisser. Et quand vous voyez des secteurs, alors cycliques, en rattrapage, je sais pas, vous les qualifiez comme vous voulez, mais qui sont revenus là aussi sur des niveaux d'avant-crise, voire au plus haut, je pense l'indice, c'est Travel and Leisure en Europe. Alors il y a beaucoup de jeux vidéo dans la partie loisirs, mais il y a aussi tous les voyagistes, l'hôtellerie, etc., qui a déjà effacé lui aussi la crise pandémique, alors même que la saison estivale est peut-être encore un peu pas évidente pour tout le monde. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même des fragilités aussi là, dans ces cours boursiers aujourd'hui, pas ceux d'LVMH et de L'Oréal, j'ai bien compris. Le marché dans son rôle, tout va devenir dérivé seconde peut-être. On va parler des semi-conducteurs, c'est un secteur dérivé seconde. Alors là, c'est extraordinaire, pénurie, machin, il y a même des usines qui brûlent, tout le monde est au courant. Dérivé seconde, c'est exactement ce que le marché, un plus bas, on a fait un plus bas le 19 mars l'année dernière. Là, on est 30% au-dessus du même niveau l'année dernière. Alors là, on a une inflation du commentaire, surtout va bien, c'est normal, 2 000, 3 000, 4 000 milliards, je te balance ça. Le marché est dans son rôle. Maintenant, est-ce que la problématique bilancielle de ces groupes est quelque chose, en fait, on s'en fout. Alors, dans notre analyse ou filtre ou culture, non, on s'en fout pas. Un accord est leveragé. Vous avez d'autres groupes dans le... je sais pas, ADP, ça n'a pas tellement remonté. C'est compliqué, c'est l'État, mais c'est une infrastructure, il n'y aura pas de concurrence. Et ils ont, sur le plan financier, bien traversé l'année 2020. En tout cas, ils nous ont impressionnés. Donc non, on ne peut pas faire de commentaires généraux. C'est pour ça qu'on est là aussi. C'est pour ça que la matière microéconomique est passionnante. Le facteur picking, pour dire les choses, le facteur picking prend de plus en plus d'importance. Le facteur sélection de titres prend de plus en plus d'importance dans les performances des portefeuilles. Oui, et puis il y a des thèmes. Il y a le thème de coût matières premières, enfin le sujet de Jean-François, qui déroule sur la micro, les frais de transport. Ça va être partout. Il y a le sujet du pricing power, parce que plus vous avez une marque forte, plus vous avez une capacité à absorber ça et à aller chercher auprès de vos clients un peu de surcroît de prix. Et puis il y a le sujet du levier opérationnel. Donc là, c'est la course volume mix. Alain ? Oui, je n'ai pas d'avis particulier par rapport à ce qui a été dit. Juste, vous avez évoqué 3 mois difficiles après 10 années qui ont été très bonnes, je pense, quand même, sur le plan... si vous avez joué la croissance... oui, c'est ça. Donc, ça va, ça doit aller. Mais je pense qu'on arrive à un niveau, et le marché fait toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il ne vous laisse pas acheter quelque chose pas cher, avec une perspective de croissance encore incertaine, mais qui est quand même hautement probable. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'argent qui est injecté sur le plan budgétaire, avec cette épargne accumulée, et des perspectives d'entreprise qui sont très bonnes, le marché il ne va pas vous laisser les entreprises au prix des résultats réels encaissés à cause de la crise. Donc ça, c'est la première chose. Après, il va y avoir, je pense, post-crise, peut-être plus tard. Alors, au début, je pensais que ça laisserait avant cet été, mais je pense que ça serait un peu plus tard.
il y a quand même des facteurs de discrimination qui vont arriver, qui vont être assez importants. C'est-à-dire, il y a quand même des entreprises qui vont être très perturbées, qui vont pas pouvoir réinjecter cette inflation dans leurs coûts, donc dans leurs prix, pardon, parce que dans les coûts ils y seront. Oui, ils ne pourront pas passer les hausses de prix. Donc il y en a quelques-unes qui vont être coincées, qui vont pas pouvoir produire, d'autres qui vont pas pouvoir mettre ça dans leur prix. Donc ça, c'est quand même un peu un problème. Il va falloir en tenir compte à un moment donné. Et je pense que au-delà des résultats qui vont être annoncés, donc on va avoir LVMH qui va annoncer, on va avoir d'autres entreprises qui vont annoncer. Les guidance vont être importantes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont dire sur justement tout cet environnement qui commence à être un peu incertain. Et il y a un autre point qui me paraît quand même pas tellement pris en compte par le marché aujourd'hui, c'est gentiment tout le monde annonce des hausses d'impôts, tout le monde applaudit, bravo, mais ça peut quand même avoir un effet sur les marges. Ou alors il y a un truc que j'ai pas bien compris quelque part. Alors peut-être qu'il y a tellement de croissance de volume que finalement payer un peu plus d'impôts c'est pas très très grave, mais enfin je pense qu'à un moment donné ça pèse quand même. Donc il y a ça. Et puis après strictement sur un plan marché, alors ça c'est mon côté un peu contrariant. Il faut qu'on ait quand même des petits côtés comme ça. On a chacun ses petits travers. De revoir la volatilité qui baisse comme ça. Je me dis à un moment donné, bon ça veut dire que tout le monde est un peu dans le même sens. Bon, voilà, c'est la peur a disparu. Voilà, mais je dis que ça. Mais c'est quand même quelque chose qui. Mais on est très loin des plus bas, donc il y a encore. Mais c'est un petit voyant qui était vraiment. On est passé sous les 20, les plus bas c'est à 10, voire un peu en dessous. C'est ça. Voilà. Et en même temps, ça veut dire que le marché achète beaucoup les bonnes nouvelles quand même. Là, on parlait du plan Biden, de plan de relance, de les banques centrales qui seront là, qui feront jamais rien, etc. Moi, je trouve quand même qu'il y a deux éléments qui sont en train de poser des petites. C'est pas des drapeaux rouges, mais on voit quand même des petits signaux de prudence. Un, sur la crise sanitaire, on voit bien que c'est les variants sont en train d'arriver en Asie, l'Inde, le Brésil, le Japon, c'est gros pays aussi. On a des records en Inde, la Thaïlande qui est obligée de se refermer au début de la saison touristique, le Japon, donc les JO est en train de se fermer, les variants sont là. On parlait souvent des difficultés de la vaccination en France. Je rappelle que le Japon a juste commencé, donc 4 mois après tout le monde, parce qu'ils pensaient avoir très peu de cas, mais du coup ils n'ont absolument pas vacciné, y compris la Chine, en nombre d'habitants. Ils ont largement moins vacciné que la France, par exemple. Donc on est dans un continent qui, je suis d'accord, où tout se passe, ils sont en avance sur le cycle, ils sont en avance sur beaucoup de choses, mais ils sont en retard beaucoup sur ces. Donc le côté sanitaire en Asie, en partant de l'Inde, si on veut regarder à l'Est, est quand même assez préoccupant. C'est pas du tout terminé. En Europe, on voit bien que ça démarre enfin, mais on part de loin. Et puis, on a aussi les variants qui sont en train d'exploser à la hausse aux États-Unis. Donc, la situation sanitaire, en premier lieu, n'est pas complètement gagnée. Il ne faut pas tourner la page trop vite. Et on parlait des plans. Tout le monde parle des plans. Mais le plan d'infrastructure, on l'a vu encore ce week-end, c'est pas gagné du tout. On voit bien qu'il y a beaucoup d'opposition à ce qui passe. Si jamais il est voté, ce ne sera pas avant la fin de l'année. C'est un truc qui est sur 8 ans. Donc, déjà, les 2,25, il faut les oublier pour 2021. C'est peut-être à partir de 2022. Le plan Biden, ça s'arrête. Le gros de ce plan-là est versé là, mais ça s'arrête pour beaucoup en septembre-octobre, et la moitié ne sera versée que l'année prochaine. Donc attention, et puis il y a ces histoires de hausse d'impôts qui arrivent, et là vous avez ce que les économistes appellent le phénomène néo-ricardien, c'est que si vous financez les dépenses par des impôts, finalement toutes ces fameuses épargnes que tout le monde aspire à voir se mettre à l'œuvre, à consommer, à investir, peut-être qu'elle ne va pas toutes se déverser. Moi je cite toujours cette étude qui a été faite par le MIT, quand vous avez de l'épargne versée aux ménages américains, il y a un tiers qui est consommé, un tiers qui est épargné et un tiers qui sert à se désendetter. Il y a une récente enquête qui a été faite aux États-Unis, 60% des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur chèque? C'est se désendetter. Donc ça va même au-delà de ce qu'on dit traditionnellement de l'épargne supplémentaire américaine. Le secteur des semi-conducteurs, vous l'avez évoqué d'un mot, mais je veux bien qu'on en dise encore quelques mots. Nicolas Brault, oui, je le mettais comme emblème de cette reprise sous tension, en lien avec les sujets dont on discute, les pénuries, qui sont d'ailleurs en train de s'intensifier. Les semi-conducteurs avec l'automobile derrière, mais on a des exemples tous les jours qui se multiplient de manque de produits, manque de matière pour aller jusqu'au bout de la consommation. C'est un secteur qui, économiquement, a fait une année 2020 de grande qualité. 2020. Et donc, boursièrement, même si ST Micro est tombé à 11 et vaut 33, on a gagné beaucoup d'argent avec les semis. Il se trouve que ça continue plutôt. Alors, le narratif devient un peu, pas encore un narratif de haut de cycle, mais s'en approche quand même. Une fois que tous les commentaires sont uniformément alignés sur alors le mot pénurie, il n'y en a pas assez, etc. Ok, l'automobile, enfin, vous avez comme client l'automobile,
Vous avez comme client des data centers, il y en a un qui vous dit, il y a un an, j'arrête tout, et qui maintenant dit, je redémarre, j'en ai pas assez. Mais, on serait producteur, on va vers nos clients qui sont les plus réguliers, les plus stables. Bien sûr. Donc, vous prenez un ticket, vous faites la queue comme tout le monde. donc, Voilà. il y a une dynamique qui est forte. Il y a des acteurs en Europe qui sont bien positionnés, notamment chez les équipementiers, des ASML, ASMI, machin. Soitec en France, c'est pas mal. Le cycle, il est asiatique, il est TSMC. C'est un vrai sujet géostratégique pour la Chine, ce sujet-là, puisqu'ils veulent se doter de leur propre capacité, mais ils vont mettre beaucoup de temps. Et puis, il est américain. Donc, c'est intéressant, faut être dessus, il y a de l'innovation, ça voyage avec le cloud, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, donc certains ont même écrit que c'était le pétrole du siècle. C'est vrai que c'est super intéressant, mais attention, boursièrement, ça a 2 temps d'avance sur ce qu'on voit. Donc il faut regarder, Intel vient d'annoncer un plan, donc ils sont revenus sur leur velléité de se désengager de la production. Ça y est, ils investissent 20 milliards aux US. C'est stratégique de toute façon. On va vers ce monde, évidemment, où chacun veut se doter de ses propres forces. Alors, c'est un bon signe immédiat pour les ASML de ce monde et les équipementiers, les Tokyo Electron. Mais en même temps, une fois qu'on aura eu 1, 2, 3, 4, 5 annonces de nouvelles capacités, le marché se mettra à voir qui, en 2022, mi-2022, a un marché plus équilibré. Donc, tout ce dont on parle, de hausse des prix, etc. Puis les semi-conducteurs, c'est un peu comme dans la voiture. Si vous mettez à augmenter vos prix parce qu'il y a une grosse tension, avec certains clients, ça passe pas. Ça se paye lourd. C'est pas payant d'être gourmand, d'être greedy. Parce qu'au prochain retournement de cycle... Et puis, c'est beaucoup de mini-cycles. C'est pas moins 10 en prix. Donc, voilà, oui. Attention au décalage entre l'histoire boursière et le futur opérationnel, quand même, voilà, de ces groupes. Moi, je préférais déjà maintenant sélectif sur les noms plutôt que prendre des trucs de... Je ne sais pas si c'est le pétrole de demain, mais ça me fait penser au cochon chez moi en Bretagne, c'est-à-dire que c'est le cycle du cochon, c'est-à-dire que quand le prix du cochon baisse, plus personne n'en fait, plus personne n'en élève, etc. Donc la pénurie, les prix montent énormément. Et puis là, quand les prix sont hauts, tout le monde se met à faire du cochon, à élever son cochon. Et là, il y a du cochon partout et le prix va rebaisser. Et donc les semi-conducteurs, là, on voit bien que tout le monde pénurie dans le monde. Et là, on voit Intel qui vient d'être cité. On voit que les Chinois mettent des dizaines de milliards pour essayer de s'autonomiser de la technologie américaine qu'ils n'ont pas, et on veut les Américains qui veulent plus dépendre de la Chine, et là-dedans les Européens qui rêvent d'une nouvelle génération de semi-conducteurs et d'être la batterie européenne maintenant dans les semi-conducteurs. Donc tout le monde s'y met. Je suis assez d'accord pour dire qu'il peut y avoir aussi des sauts technologiques qui fait qu'on en a peut-être moins besoin, à voir si tout n'est pas déjà un peu dans les prix quand même. Il nous reste 5 minutes, donc du cochon, venons-en au traitement des eaux usées, au recyclage des déchets, pour dire un mot de Veolia Suez. Oui, non mais je saisis la perche. Allez-y, Jean-François. Alors bon, je sais que c'est pas votre sujet d'expertise d'être spécifique sur les entreprises, mais là quand même c'est un deal français qui a fait les choux gras de la presse depuis 7 mois maintenant, 7 mois de guerre, qui semble se conclure aujourd'hui avec un deal. Bon. Maintenant, 7 mois pour une fusion de 2 leaders mondiaux, c'est pas non plus, je crois pas, spécialement long. À la fin, on peut quand même se dire, c'était une belle négociation finalement. Tout le monde se met d'accord autour d'un prix un petit peu plus élevé. Donc j'ai quand même l'impression qu'à la fin, on finit avec un leader mondial européen et en plus français, avec un prix qui satisfait plus de monde, avec en plus des jeux de mécanos qui satisfont un petit peu tous les parties prenantes, à la fois des fonds d'investissement j'ai l'impression que c'est un peu un win-win cette histoire-là. C'est assez rare de voir à la fois l'acheter et l'acheteur monter en même temps. Donc moi je crois que finalement ça se termine plutôt bien. D'accord avec ça, Alain, à force de négociation, voilà. Chercher un consensus avec toutes les parties prenantes, cotées, non cotées, etc. Est-ce qu'on aboutit à quelque chose d'intelligent? C'est la question. Quelque chose d'intelligent, je ne sais pas, mais enfin en tout cas le deal est fait, et puis on garde de la compétition en France.
Oui, oui. Parce que le nouveau Suez, ce qu'on appelle le nouveau Suez, gardera ses activités d'eau et de déchets en France. Mais alors après, je sais pas ça si c'est prévu, mais est-ce qu'ils vont avoir une capacité de se redévelopper à l'international, ce qui mettrait un peu d'ambiance. Mais déjà, rien que ce qui va se passer sur la France, plus les quelques endroits qu'ils ont réussi à préserver, on va voir ce que ça va donner. Mais là, je reprends ma casquette de finance responsable. Traitement de l'eau, avoir ces deux leaders qui sont capables de faire du traitement de l'eau et traitement de déchets en général, plus tout ce qui est traitement spécifique, industriel, etc. Poubelle, etc. On est quand même sur des enjeux extrêmement importants et on le regarde chaque fois qu'on paye notre facture d'eau. Hein, c'est un enjeu clé et qui va le devenir encore plus. C'est des investissements qui payent ou pas? Ce secteur des utilities, comme on les appelle? J'ai l'impression que c'est un peu des secteurs boring, ennuyeux, dont on parle assez peu, en fait. Oui, mais je pense que ça va devenir majeur. Donc, c'est aussi la crise qui nous fait nous rendre compte de ça. Et encore une fois, le traitement de l'eau dans les années qui viennent, ça va être un enjeu clé. Alors, dans des pays, on a quand même, je crois, 3 milliards d'habitants sur Terre qui n'ont pas accès à de l'eau courante simplement. Donc, on voit bien que c'est un enjeu. Puis, regardez ce qui va se passer sur le Nil, entre l'Éthiopie qui est en train de faire son barrage, qui est en train qui discute de manière de plus en plus... C'est plutôt ça le nouvel or noir, hein, c'est sans doute l'eau. Et puis, mais c'est une denrée publique. Alors, le pricing de... Et justement, il y a une tentative de... Il y a l'eau et l'eau potable. Il y a une tentative d'en faire un instrument de marché quand même. Ça aussi, c'est quand même un... Il y a des futurs sur l'eau aujourd'hui en Californie. Qui pose problème, moi je trouve. Voilà. Et puis, il y a un enjeu aussi. C'est-à-dire qu'on raisonne de la transition énergétique. On parlait des mines tout à l'heure. Toutes les mines ont besoin d'eau généralement pour pouvoir travailler, donc dans des endroits qui n'en ont pas accès facilement. On est avec l'eau en général, qui est un sujet. Et moi, donc ça mérite plus de valeur. C'est des groupes qui méritent plus de valeur. Rapidement, Jean-François. Oui, parce que Nicolas, c'est une thématique qu'on a beaucoup un petit peu documenté sur l'eau, justement. Parce il y a un fonds thématique water. Non, parce que voilà, sur l'eau, on peut aussi regarder les acteurs, justement, qui sont plutôt économes en eau ou qui font des progrès dans l'économie d'eau, dans la production, le traitement des eaux. Donc on peut aussi jouer la problématique de l'eau sans forcément privatiser de la donnée sous-jacente, mais aussi qu'est-ce qui qui préserve cette valeur fondamentale de l'avenir. Ouais, il y a des endroits où la désalination de l'eau et les stockages d'eau dessalinée est un enjeu stratégique de sécurité nationale. Vous allez dans les pays du Golfe, c'est un enjeu national, l'eau. Donc voilà, avoir des experts stratégique, c'est un enjeu même de sécurité nationale. Avoir des experts, c'est très bon. Voilà. Ça vaut peut-être pas les semi-conducteurs, mais bon, parce qu'une usine, on survit sans semi-conducteurs. Oui. Oui. Sans eau, non. Difficilement aujourd'hui. Pour conclure, Nicolas, ce qui vous intéresse sur Veolia Suez, l'opération en tant que telle ou... Sur le sujet évoqué par Alain, là, on n'en est qu'au préambule, mais ce qu'on entend, c'est qu'entre les États-Unis et la Chine, va se jouer dans les décennies qui viennent une guerre sur la maîtrise du climat. En plus, oui. Et donc l'eau, c'est la vie. Donc, je ne sais pas quelles sont les implications, mais ça va se jouer au-dessus de nos têtes. Vous avez vu peut-être des articles récemment sur les satellites qui sont au-dessus, mais la maîtrise du climat, comme les Chinois l'ont montré au moment des Jeux Olympiques, ça va être un vrai sujet militaro-civil. Et il y aura des implications sur la maîtrise de l'eau. Et est-ce que, pour conclure, c'est un secteur des utilities qui est amené à être mieux valorisé demain? Je sais pas, l'historique. Un champion français avec des mecs qui se connaissent depuis toujours et qui se font la guerre pendant 7 mois, conseillés par les mêmes bons hommes depuis... Le côté gouvernance, je préfère le côté climat au côté gouvernance de l'affaire pour parler le langage d'Alain. On s'arrêtera sur cette actualité du jour, la fin de la bataille entre Veolia Suez et cet accord qui a été trouvé et annoncé aujourd'hui. Merci à vous trois, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Nicolas Brault, directeur général de Oudart Gestion, Alain Pitous, directeur de la finance responsable d'Ophi Asset Management et Jean-François Robin, directeur de la recherche marché de Natixis.